Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs, et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. « 377 candidatures provenant de 60 établissements d'enseignement supérieur sont soumises à l'évaluation du programme Reconnaissance et équivalence des diplômes par le CAMES. La 39e session qui s'est ouverte ce matin prévoit la mise en place d'un cadre pour le gouvernement. Le gouvernement et les syndicats avaient signé en août 2023 le pacte de stabilité sociale et de croissance. Un an après, les différentes parties se retrouvent pour une évaluation des engagements pris de part et d'autre. Novembre bleu, un mois de sensibilisation pour la lutte contre les cancers masculins. Il s'agit surtout d'informer et de sensibiliser les hommes à se faire dépister du cancer de la prostate, nous dira Koumba Sissé, son invité, en fin de journal. Voilà pour les titres. Vous servir est un plaisir. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous ouvrons ce journal par cette nouvelle à la primature. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a rencontré ce matin les membres de son cabinet pour leur expliquer sa méthode de travail et les mettre en confiance afin de parvenir à des résultats pour le bien-être de la population. Pour le chef du gouvernement, il ne s'agit pas d'un changement de cap, encore moins de vision, mais plutôt d'une réorientation technique. Bamako, la capitale du CAMES, avec la tenue des travaux de la 39e session du programme Reconnaissance et équivalence des diplômes du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Une rencontre couplée à l'atelier en assurance qualité et l'enseignement supérieur. La rencontre de Bamako est historique par le nombre de dossiers reçus, 377 candidatures, dont 220 dossiers de renouvellement soumis par 60 établissements d'enseignement supérieur et de recherche issus de 8 pays membres du CAMES. Le reportage de Youssouf Diakité. La ville de Bamako devient pendant 5 jours la capitale de la réflexion stratégique au service de l'économie du savoir et de l'innovation. C'est par ces mots que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a introduit les travaux de la 39e session du programme Reconnaissance et équivalence des diplômes PRED. Le Mali a été choisi par la vingtaine des pays membres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur pour abriter ses 14e ateliers de formation en assurance et qualité de l'enseignement supérieur. Le programme Reconnaissance et équivalence des diplômes PRED du CAMES a été établi et mise en œuvre depuis 1972. Ce programme est investi de la mission d'accréditation des offres de formation visant à établir la reconnaissance des certificats, diplômes, titres et grades dans l'espace CAMES et ailleurs. Ces ateliers ont pour objectif de renforcer les compétences des acteurs de l'enseignement supérieur
en matière de démarche qualité afin qu'ils puissent jouer un rôle clé dans la diffusion des connaissances et la gestion de la qualité au sein de leurs pays respectifs, ainsi que de leurs institutions. Dans le cadre de cette session du PRED, 377 dossiers de candidature ont été soumis par 60 établissements d'enseignement supérieur et de recherche issus de 8 pays membres du CAMES, dont 36 dossiers déposés par le Mali. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui a ouvert les travaux, a invité l'ensemble de la communauté universitaire des pays membres du CAMES à une synergie d'action en vue de faire face au challenge de l'enseignement supérieur. Cet exercice permettra d'apprécier la qualité des programmes de formation évalués dans l'objectif d'accorder ou non l'accréditation du CAMES et de partager les bonnes pratiques en matière d'assurance qualité au cours de l'atelier qui se tiendra à cet effet. D'ores et déjà, je félicite les membres des équipes d'évaluation pour le travail réalisé dans l'examen préliminaire des dossiers en ligne ainsi que pour les conseils et orientations prodigués pendant les visites sur site dans les établissements ayant soumis les programmes à l'évaluation conformément aux procédures du CAMES. Je voudrais également profiter de l'opportunité de cette tribune pour remercier très sincèrement les CAMES et l'ensemble de nos partenaires pour leur accompagnement constant, que je souhaite d'ailleurs voir se renforcer davantage. Cette 39e session du PRED se tient pour la première fois en présentiel après le Covid-19. Nous restons dans le domaine de l'enseignement supérieur avec la rentrée des classes au niveau de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. Pour la rentrée académique 2024-2025, une soixantaine d'étudiants admis au concours font leur entrée. Cette cérémonie a été marquée par une leçon modèle sur le management d'une entreprise de communication. Les temps forts avec Ari Djoumatina. L'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication, une année académique termine, une autre commence. Ce jour 25 novembre marque la rentrée solennelle de l'année académique 2024-2025. Ayant ouvert ses portes à Bamako il y a quelques années, l'établissement reste engagé à poursuivre l'atteinte de ses objectifs, à savoir former davantage les jeunes qui aspirent à faire carrière dans le domaine du journalisme et de la communication. L'année académique 2024-2025, dont la cérémonie de lancement nous réunit, a la particularité de consacrer l'opérationnalisation pleine et entière des filières journalisme et communication en formation initiale et continue, mais aussi le lancement des recrutements au titre du master en communication dont l'ouverture officielle est prévue pour le mois de janvier 2025. Cette activité, c'est pour davantage intéresser encore les acteurs qui sont là, les acteurs, je vais dire les étudiants, surtout les nouveaux étudiants, voilà, ce qu'on appelle les reclus. Les reclus, ceux qui sont là pour leur première année. Je ressens d'abord de la joie parce que tout d'abord, ça fait un bon moment, on ne s'est pas vu et c'est une occasion vraiment pour nous de se rencontrer de nouveau. C'est toujours une joie de retrouver ses amis et ses camarades de classe. Et aussi, je leur souhaite beaucoup de courage pour cette nouvelle année. Beaucoup d'assiduité. Pour cette rentrée académique, le panel retenu est le management d'une entreprise de communication, cas d'un cabinet de conseil en communication, un sujet qui a permis à Mme Fatou Faye de faire un voyage dans l'univers de la communication. En fait, à travers ce panel, l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication veut lancer en fait un message fort aux étudiants. Un message fort pour déjà leur donner une idée de comment fonctionne une agence de communication, quel est le rôle et la vocation d'une agence conseil en communication. Mais pour moi, c'est également une façon de leur dire nous pensons que vous êtes les leaders de demain. Ainsi, c'est sous de bons auspices que débutent les activités pédagogiques 2024-2025 de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. Et je vous le disais dans les titres, le gouvernement et les partenaires sociaux évaluent le pacte de stabilité sociale et de croissance signé le 25 août 2023 pour l'apaisement du climat social. Des avancées notoires sont à noter et des défis restent à relever.
La cérémonie d'ouverture qui s'est ouverte ce matin était présidée par le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Le reportage de Mamadou Fani. Un an après la signature du pacte pour la stabilité sociale et la croissance, une évaluation de ce pacte s'impose à tous les acteurs du dialogue social. Cet atelier de validation du rapport sur le pacte est l'occasion pour les acteurs de faire le point de la situation. Du côté des syndicats, des travailleurs et le Conseil national des patronats du Mali, on apprécie différemment la mise en œuvre du contenu de ce pacte. En ce qui nous concerne en tant que syndicalistes, nos affiliés et nous-mêmes attendions non seulement une inclusion totale dans les politiques nationales et dans la gestion des entreprises, mais aussi et surtout une amélioration de nos conditions de vie proportionnellement à l'avancée de la stabilité sociale et également à un équilibre des relations professionnelles. Tout porte à croire que nous sommes victimes d'un excès de confiance. De plus en plus, nos militants réalisent que notre choix de signer ce pacte dont certaines dispositions écartent les dépôts de revendications et les préavis de grève, que ce choix a été un piège. Le pacte de stabilité sociale et de croissance a enregistré tout compte fait des résultats dont nous pouvons nous réjouir, notamment dans le secteur privé. Dans le domaine de la négociation collective, plusieurs conventions collectives de travail ont été conclues ou sont en cours de négociation dans les secteurs d'activité aussi divers que le transport, les établissements financiers, les mines et la pharmacie. Nous notons avec une très grande satisfaction l'institution d'un dispositif de soutien au financement des PME à travers la BCAO et l'adoption en cours d'une charte des micro, petites et moyennes entreprises qui permettra à cette catégorie d'entreprises de disposer d'un environnement plus favorable pour leur croissance et leur rayonnement. Si les syndicats des travailleurs estiment que le pacte n'a pas comblé leurs attentes, le CNPM en revanche pense qu'il y a beaucoup d'avancées dans le secteur du privé. Et le gouvernement s'engage de son côté à tout mettre en œuvre pour donner satisfaction à toutes les parties prenantes du pacte. La signature de ce nouveau contrat social est le signe de l'engagement patriotique des travailleurs et des employeurs, ainsi que leurs organisations respectives en faveur de la préservation de la paix et de la quiétude sociale dans notre pays. Le gouvernement et les partenaires sociaux, fidèles à leur engagement, poursuivent la mise en œuvre du pacte de stabilité sociale et de croissance à travers le comité technique de suivi mis en place à cet effet et qui est composé des représentants de l'ensemble des parties signataires du pacte. Au sortir de cet atelier, le gouvernement et les acteurs sociaux accorderont leur violon pour la bonne exécution des recommandations de ce pacte. Le ministre de l'Industrie et du Commerce était ce matin en visite dans les locaux de l'unité de production de pâtes alimentaires de la société Nouvelle Alimentaire de Hamada Ossila. On se rappelle, le ministre Moussa Alassane Diallo s'y était rendu il y a un an pour l'application de certaines mesures, notamment l'interdiction de la farine de blé et de pâtes alimentaires en République du Mali. Le constat est rassurant, nous dit Tamsir Diabaté dans ce reportage. Le Mali opte pour une gestion basée sur la réalité économique du pays, prenant ainsi une décision politique et économique courageuse qui interdit l'importation de la farine de blé et de pâtes alimentaires. Il y a de cela un an. Cette mesure semble faire son effet boule de neige économique dans cette usine de fabrication de pâtes alimentaires Sonalim. Et entre la première visite du ministre de l'Industrie Moussa Alassane Diallo dans cette usine en juillet dernier, seulement 15 jours après sa nomination à la tête du département et celle d'aujourd'hui, les constats ne sont pas les mêmes. Le constat, c'était 8 mois de production de produits finis invendus et 4 perspectives à court terme. La première, c'est la disparition d'unités industrielles. La deuxième, c'est la perte de 30 000 tonnes de production par an de pâtes alimentaires. La troisième,
c'est la destruction de 230 emplois. Et la quatrième perspective à très court terme, c'était 14 milliards d'investissements compromis. 14 milliards d'investissements compromis. Il a fallu envisager des mesures à très court terme pour apporter une réponse à cette question. Aujourd'hui, on peut se féliciter des résultats obtenus. À Sonalim, le ministre de l'Industrie a visité les salles des matières premières, de contrôle et de production de pâtes alimentaires en passant par celles de fabrication de cartons et de boîtes pour les conserves. Il s'avère à l'issue de cette visite que les engagements donnés pour préserver les emplois, garantir la souveraineté alimentaire par la production locale et protéger les unités industrielles sont respectés par les professionnels de l'industrie alimentaire. Les seules contreparties que nous attendions par rapport à cette décision ont aussi été préservées. La première, c'est assurer la consommation, la couverture des besoins du pays en pâtes alimentaires. Deuxièmement, stabiliser les prix. Et troisièmement, assurer la qualité de la production. Nous, notre chiffre d'affaires, on l'a plus que doublé déjà. L'année dernière, on a vendu 3000 tonnes de pâtes. Au jour d'aujourd'hui, on est déjà à 7000 tonnes de pâtes. Donc, après le 33, on sera à 8000 tonnes de pâtes. C'est près de 250% ce qu'on a vendu en 2023. Et l'année 2025, si Dieu le veut bien, nous comptons vendre 15 000 tonnes de pâtes alimentaires, ce qui correspond à 50% de la capacité installée. Cette politique industrielle et économique voulue et réfléchie par les autorités de la transition ambitionne de renforcer l'industrie naissante, l'emploi et la sécurité alimentaire. La Société de néphrologie du Mali, SONEMA, a tenu ce week-end son premier congrès. Les congressistes venus d'une dizaine de pays africains ont échangé, entre autres, sur les cas d'insuffisance rénale chronique en Afrique subsaharienne, le dépistage et la prise en charge de la maladie rénale chronique et de l'hémodialyse. Le compte-rendu de Awa Adaman Koulibaly. D'un coup d'essai, un véritable coup de maître. La Société malienne de néphrologie a proposé 26 conférences et une soixantaine de communications aux 300 scientifiques mobilisés autour des maladies du rein. Notre société sœur, la Société de néphrologie du Mali, qui a son premier congrès international, et c'est comme s'ils avaient l'habitude donc d'organiser des congrès. Félicitations, il y a eu diverses communications sur divers thèmes qui allaient au-delà même de la maladie rénale chronique. Toute la néphrologie clinique, l'hémodialyse, la dialyse péritonéale. Donc c'était vraiment 2 jours de partage scientifique et c'était très intéressant. Cette activité d'expertise collective concourt à une amélioration de la vie des malades à travers une prise en charge adéquate. Le thème central de ce congrès scientifique met en lumière la nécessité de garantir à tous les patients atteints de cette maladie débilitante un accès équitable au traitement de suppléance, tels que la dialyse et la transplantation rénale. Appelé le tueur silencieux et insidieux, au Mali, l'insuffisance rénale chronique IRC représente, selon les experts, 16% des hospitalisations en milieu médical, avec un besoin urgent de dialyse de 87%. De la 11e cause de mortalité en 2021 dans le monde, l'IRC sera la 5e en 2040. Une réponse d'urgence est alors nécessaire pour sauver plus de vies. Dans le cadre de ces œuvres sociales, le président de la transition a financé la construction et l'équipement de 4 nouveaux centres de dialyse ainsi que la formation de plusieurs médecins et techniciens en dialyse et sur place et à l'étranger. Aujourd'hui, nous sommes en train de déposer au niveau des Nations Unies une résolution qui a été menée par le Guatemala pour que la maladie rénale puisse être reconnue dans le monde à sa véritable place. Au vu de l'insuffisance d'infrastructures et de plateaux techniques en Afrique, les spécialistes préconisent la prévention comme arme de combat contre la maladie rénale. Pour cela, la sensibilisation doit être de mise. L'hypertension artérielle et ses complications, c'est le thème des activités de la 2e édition des journées scientifiques du Centre hospitalier universitaire Mère-Enfant le Luxembourg.
Les 10 journées réunissent les professeurs maliens et étrangers. Le but, échanger les expériences afin d'améliorer les différentes prestations dans les structures de santé. Le reportage de Fademba Keïta. Les journées scientifiques sont un espace de perfectionnement du personnel soignant du centre hospitalier universitaire Mère-Enfant le Luxembourg. À travers les thématiques exposées par des experts de renommée internationale, la commission d'organisation prouve ainsi que la science est une quête de tous les jours, le Luxembourg en constante recherche de la performance. Pour cette deuxième édition, nous avons choisi un thème transversal, l'hypertension artérielle et ses complications. L'hypertension artérielle est potentiellement mortelle et est à l'origine d'accidents vasculaires cérébraux, d'infarctus du myocarde, d'insuffisance cardiaque, de lésions rénales et ophtalmologiques et de nombreux autres problèmes de santé. Et 2 autres thèmes techniques intéressants, la chirurgie pédiatrique, la traumatologie et orthopédie pédiatrique. À cela, nous allons plancher sur les paralysies obstétricales du plexus brachial qui représentent un handicap fonctionnel pour l'enfant. Depuis sa création, le centre hospitalier Mère-Enfant a formé 6 maîtres de conférences agrégés, 4 maîtres de conférences dont un major en cardiologie lors du dernier concours du CAMES, ainsi que 5 maîtres de recherche dans divers domaines médicaux et chirurgicaux. Grâce aux fondations Cham et Amadou Toumani Touré pour l'enfance et au département de tutelle, des résultats probants sont enregistrés. Madame Touré Lobo Traoré, présidente de la Fondation ATT, vous adresse ses chaleureuses félicitations et ses vœux de plein succès aux présentes journées scientifiques. Ce forum d'échange permet d'évaluer et de partager les expériences tirées de votre pratique intrinsèque et de celles d'ailleurs, toutes enrichissantes les unes les autres. Il ne fait aucun doute quant à la réussite de ces journées scientifiques et à l'atteinte de ses objectifs pour la prise en charge adéquate des problèmes de santé de nos populations. Et les recommandations issues de vos travaux feront l'objet d'une attention particulière par le département de la santé et du développement social. Hôpital privé à but non lucratif, l'hôpital Mère-Enfant de Luxembourg est aujourd'hui, selon ses responsables, le pôle d'excellence de beaucoup de pathologies compliquées. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a présidé les travaux de la 4e session ordinaire du comité d'orientation et de pilotage du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Cette rencontre a permis aux administrateurs d'évaluer les activités réalisées et d'élaborer un plan de travail annuel pour l'exercice 2025. Le reportage de Agibou Koulibaly. Cette 4e session d'orientation et de pilotage est de faire des suggestions à l'unité de gestion du projet pour une meilleure exécution du PRAPS 2 Mali. Nous sommes à la 3e année du projet sur les 3 ans. D'ailleurs, c'est 2 ans de réalisation parce que nous avons eu quand même plus de 9 mois de subvention et nous sommes à 58% de décaissement du coût total du projet sur une durée de 6 ans. Cela veut dire que si vous voyez, d'ici 1 année ou 2 ans, pratiquement, nous aurons à décaisser presque la totalité, en tout cas du budget du projet. Nous sommes obligés d'aller à ça parce que aujourd'hui nos populations en ont besoin, les pastoraux, les agro-pastoraux en ont besoin et sur le plan national, c'est réellement un projet qui appuie le pastoralisme. Pour un budget de 12 milliards, 8 milliards ont été exécutés, soit un taux de réalisation de 73%, qui doit atteindre les 95% à la fin de l'année sur la base des activités en cours d'exécution, notamment le financement des plans d'affaires pour 2 milliards et la réception des infrastructures marchandes, la réception des systèmes d'hydraulique pastorale améliorés et des aménagements pastoraux, pour ne citer que ceci. En termes de résultats, le taux de couverture vaccinale pour la périproménie contagieuse bovine est de 64,36%, avec comme cible en 2024 75%.
Le nombre de petits ruminants vaccinés et marqués contre la peste des petits ruminants est de 2,6 millions contre 18 millions. La réalisation de 660 inspections dédiées au contrôle des médicaments vétérinaires. Le lancement de la réalisation de 110 infrastructures de santé animale et la construction de 2 directions régionales. Les discussions vont également porter sur les perspectives pour 2025. Au cours de cette rencontre, vous aurez à examiner, amender et valider les documents qui vous seront soumis. Le ministre Ba a félicité l'ensemble des acteurs pour leur engagement et les résultats obtenus, tout en les exhortant à maintenir la dynamique pour relever les défis persistants. L'université Bazo ouvre le débat sur les enjeux de la transition énergétique au Mali, une initiative soutenue par l'Académie des sciences du Mali et la Société malienne des sciences appliquées. Le reportage de Bokari Koulibaly. Dans une salle archi-comble de l'université Bazo à Irmadio Zerni, en commune 6 du district de Bamako, ils sont étudiants, enseignants et experts scientifiques à suivre avec attention un exposé sur le développement durable, le changement climatique et la transition énergétique en Afrique. Dans le contexte africain et en particulier un pays comme le Mali, on ne saurait faire la distinction entre changement climatique, énergie et développement. Parce que fondamentalement, pour les pays africains, l'entrée dans le changement climatique doit être par le biais du développement. C'est-à-dire comment faire en sorte d'assurer un mieux-être, un développement pour la majorité des populations. Et sans énergie, il n'y a aucune possibilité de développement. À travers son intervention, j'ai appris que le Mali, comme tous les autres pays d'Afrique, on doit plus se focaliser sur l'énergie renouvelable, qui est l'énergie d'avenir et l'énergie non épuisable. Ce cadre d'échange intergénérationnel est une initiative de l'Académie des sciences du Mali en collaboration avec l'Université Bazo et la Société des sciences appliquées. À travers cette conférence, l'Université Bazo veut réussir la transition énergétique en Afrique et valoriser ses filières à licence et master en programme et gestion des projets, en santé environnementale, énergie renouvelable et développement durable, entre autres. J'ai beaucoup aimé souvent l'utilisation des termes souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique. C'est montrer l'aspect volontariste que nous devons avoir. Donc vraiment, je pars de cette conférence très satisfait. Sortis bien édifiés sur la thématique abordée, les participants ont invité les organisateurs à la tenue régulière de ce genre de cadre pour un éveil de conscience de la population sur les questions climatiques et énergétiques. Le pèlerinage catholique se déroulera du 28 au 30 novembre prochain à Kita. L'heure est au dernier réglage pour accueillir des milliers de pèlerins. Et d'ailleurs, les premiers ont quitté Kati ce matin à pied. Ils parcourront plus de 180 km pendant 4 jours. Ils seront accueillis le jeudi par les autorités. Le ministre en charge des Affaires religieuses a assisté ce matin à leur départ. Le reportage de Daouda Koni. Chaque année, la communauté chrétienne du Mali effectue le pèlerinage à Kita. Ainsi, les fidèles venus de l'ensemble des diocèses du Mali, comme à l'accoutumée, ont pris la route pour Kita devant la paroisse de Notre-Dame auxiliatrice de Kati. Le pèlerinage de cette année, il y a l'organisation au niveau national, ça c'est à notre niveau, les inscriptions, les voyages, ça c'est nous. Mais il y a aussi toute l'animation à Kita. Et ça, c'est le diocèse de Caille qui a l'animation en charge. Ils sont déjà en train de s'activer. Ils ont fait des rassemblements pour les répétitions. Et il y a aussi la sécurité. Il y a aussi la restauration. Avant le départ des marcheurs, une messe avait été célébrée pour souhaiter une bonne route à ceux et celles qui s'apprêtaient à rallier Kita à pied, soit une distance de 187 km. Pendant 4 jours, ils marcheront jusqu'à Kita avec des escales pour passer la nuit. Cette marche est une activité d'évangélisation, de pénitence, de prière et de conversion. C'est devenu une tradition. Nous avons toujours commencé cette marche spirituelle sur la route de Kita avec une célébration eucharistique. Donc
message clé de cette célébration est vraiment de motiver les pèlerins marchés et c'est aussi prendre des bénédictions pour eux. Les marcheurs seront accueillis ce jeudi 28 novembre 2024 dans la journée par la communauté chrétienne de Kita. Cette année, ils sont 317 fidèles avec à leur tête des prêtres et des sœurs. En voyant ces jeunes, je suis très contente. Pourquoi? Parce que je me dis, maintenant les jeunes sont en train de s'engager encore. Ils sont engagés, mais ils sont en train de s'engager encore dans la religion. Pour cette année, le thème retenu est Jeunes du Mali, ensemble pour le Mali croit. Collecte des fonds pour les victimes d'accidents de la circulation. L'initiative est du comité syndical de la Nazer. C'était à la faveur d'un dîner organisé ce week-end dans le cadre des activités de la Journée mondiale du souvenir des victimes d'accidents de la circulation routière. La cérémonie était présidée par le ministre des Transports et des Infrastructures. Le reportage de Souleymane Sidibé. La salle des banquets du CICB a offert un cadre pour les âmes charitables ce samedi soir, avec à leur tête le ministre des Transports. Des personnes qui ont fait parler leur cœur en faveur des victimes de la route et de FAMA au cours de cette soirée caritative. Une soirée initiée par le comité syndical de la Nazer pour mobiliser des fonds et cette année, le pari est gagné car 5 millions de francs CFA ont été mobilisés sur place, soit le double de l'édition passée. Au moment où je vous parle, plus de 440 poches de sang ont été récoltées pour aider nos compatriotes blessés de guerre et accidentés de la voie publique. Cette collecte de sang s'est déroulée grâce au comité syndical de la Nazer du 11 au 15 novembre 2024, en prélude à la journée mondiale du souvenir des victimes d'accidents de la circulation routière. Nous avons voulu dans un premier temps, le jour même de la journée de souvenir aux victimes d'accidents de la circulation routière, offrir des kits médicaux, donc des kits de premiers soins au service des urgences médicales. Mais nous avons voulu prolonger encore avec cette soirée caritative au cours de laquelle il y a eu beaucoup de donations. On va mettre donc à la disposition pour soutenir un peu la prise en charge pré-hospitalière des victimes d'accidents de la circulation routière. Les compagnies de transport ont bien accompagné cette initiative en donnant de l'argent et des casques. Les soirées dédiées à ce genre d'activité, en général, surtout la Nazer, le cas des accidentés, concerne beaucoup, en tout cas les transporteurs que nous sommes, parce que nous sommes à la fois, comme on dit, au four et au moulin. Nous, en tant qu'usagers principaux, nous sommes des acteurs principaux, c'est-à-dire que de la circulation routière. C'est tout à fait normal que nous accompagnons, c'est-à-dire que le ministère des Transports et la Nazer. Quant au ministre des Transports, elle invite les usagers de la route au respect du code de la route. Seule condition pour sauver des vies. Au cours de la soirée, l'OMS a remis un lot de médicaments d'une valeur de 4 millions de francs CFA. Écho de nos régions à présent, direction la cité des Balanzans, avec cette journée porte ouverte de l'Agence nationale pour l'emploi. Il s'agit pour la structure d'accompagner les jeunes dans l'auto-emploi durable et décent. Des plateaux techniques figurent parmi les dispositifs mis en place pour une meilleure orientation des jeunes. Le reportage de Honoré Chenou et Bassi Traori. À travers ces journées portes ouvertes, l'Agence nationale pour l'emploi s'active à faciliter l'insertion des jeunes dans les filières d'opportunités. Il s'agit du programme 2024 de l'ANPE axé sur l'accompagnement des jeunes dans l'auto-emploi durable et décent. Au cours de cette journée porte ouverte de l'ANPE, vous arriverez à faire la différence entre le travail et l'emploi. Et le travail décent qui va vous permettre, n'est-ce pas, de vivre avec la sueur, n'est-ce pas, du fruit, n'est-ce pas, de vos efforts. Ce sont vos journées, des journées d'information, des journées d'orientation, pour que nos structures, la NPE, soient plus visibles à vos yeux. Des plateaux techniques installés pour passer entre autres communications, l'orientation professionnelle des jeunes, le suivi de leur insertion professionnelle. Toutes choses qui permettent aux jeunes d'avoir des idées nécessaires pour définir une vision plus claire de leur insertion. Il s'agira de permettre aux structures de financement de faire des échanges directs avec les jeunes pour les informer de tous les produits se trouvant à leur niveau.
L'insertion socio-professionnelle des jeunes apparaît aujourd'hui comme une impérieuse nécessité et un défi majeur au regard des conséquences criantes du point de vue dramatique de la crise multidimensionnelle qui affecte notre système économique depuis 2012. L'Agence nationale pour l'emploi bénéficie de l'accompagnement technique de Luxdev pour ces 2 jours de portes ouvertes. À Kaya, le groupe allié de Gold Corporation vole au secours des personnes en situation de vulnérabilité dans les zones d'intervention de la CMOS-SA et Coralie Sud. Elles ont reçu des vivres et non-vivres. La correspondance de Balkissa Saïdibou Chérif Aïdara. Ce sont au total 3,5 tonnes de riz, la même quantité de sucre, 350 kg de lait en poudre, 70 cartons de pâtes alimentaires et 1400 litres d'huile alimentaire qui ont été remis à 70 personnes démunies de 14 villages d'impact de la société Allied Gold Corporation. Le geste, qui se situe dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, a également enregistré la remise de kits et enveloppes symboliques à 28 personnes âgées des localités concernées. Que Dieu récompense les donateurs. Nous prions surtout pour la paix et la stabilité sur toute l'étendue du territoire national. Ce geste représente beaucoup pour CMOS, étant une entreprise de droit malien, une entreprise qui opère au Mali depuis très longtemps, et une entreprise qui respecte les règles et puis les procédures de l'État. En ce mois de solidarité, l'entreprise s'est inscrite à aussi respecter l'engagement qu'elle avait pris au départ. Pour l'identification des bénéficiaires, la mine d'or a sollicité les services de la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire de Caille. Il faut penser aux personnes en situation de handicap et il faut penser aussi aux veuves, aux enfants en situation difficile et surtout de façon générale les personnes démunies avec un certain nombre d'éléments qu'il faut apporter pour pouvoir matérialiser le caractère dérisoire de la bénéficiaire. Pour le parrain régional de la 29e édition du mois de la solidarité à Caille, cette initiative du groupe Allied Gold Corporation doit inspirer plus d'un. Une société minière, par définition, qui cherche de l'or et qui fait des bénéfices, s'investir dans le social, dans l'humanitaire et salutaire. Et nous espérons que d'autres sociétés qui n'ont pas encore fait ce geste-là vont emboîter le pas à la CMOS. Nous sommes convaincus que ces dons, au-delà du symbolique, vont contribuer à apaiser les souffrances des personnes bénéficiaires. C'est pourquoi il me plaît d'adresser ici à la CMOS mes sincères remerciements pour ces gestes hautement salutaires. Partout où le généreux donateur est passé, les heureux bénéficiaires n'ont pas manqué de mots de remerciement et surtout de bénédictions pour le Mali. Même exercice à Taoudeni où l'ONG A Vue de Mali, à travers le commissariat à la sécurité alimentaire, a distribué une importante quantité de vivres à plus de 3000 ménages de la région de Taoudeni. Le reportage de Shirfi Moulaya Aïdara. C'est une distribution gratuite de 301 tonnes de riz à l'initiative du commissariat à la sécurité alimentaire à travers l'ONG A Vue de Mali, au profit des populations vulnérables de la région de Taoudeni. Une action qui vise à soutenir ces familles qui vivaient dans la précarité en cette période de grands défis climatiques. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de distribuer ces denrées essentielles à 3010 ménages, représentant un total de 18 060 individus. Cette distribution est plus qu'un simple geste de solidarité. Elle est une réponse concrète aux besoins urgents de nos communautés, particulièrement en cette période de défis économiques et climatiques. Ces appuis constituent la preuve que les autorités de la transition et leurs partenaires œuvrent inlassablement à la lutte contre l'autosuffisance alimentaire sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais également remercier l'ONG qui est chargée de la mise en œuvre pour toutes les actions préparatoires qui ont eu lieu avant cette journée. Il faut que chacun de vous veille c'est que cette distribution soit judicieusement répartie et destinée véritablement aux cibles, aux vraies cibles, aux bénéficiaires. Nous sommes convaincus que cette distribution contribuera à renforcer la sécurité alimentaire dans la région de Taoudeni et à améliorer la qualité de vie de nos populations. À travers ce lancement de distribution gratuite de céréales, la lutte contre l'insécurité alimentaire est en marche pour le plus grand bonheur des populations démunies de la région de Taoudeni. La population de Badjangara se mobilise pour soutenir les autorités de la transition. Un grand meeting a été organisé dans la ville.
Les différentes couches ont salué les réformes en cours pour la paix et la stabilité du pays. Le reportage de Kassim Diallo. C'est une journée de reconnaissance et de soutien aux autorités de la transition à Badiangara. Les forces vives de la région ont mis cette journée à profit pour aborder des questions d'intérêt de la région. Des questions relatives à la sécurité, la relance de l'économie, la paix et la cohésion sociale. Nous voulons témoigner à travers cette mobilisation notre gratitude pour ceux qui œuvrent nuit et jour afin que règne la sécurité, la paix, la stabilité dans notre chère région de Badiangara et bien au-delà sur l'ensemble du territoire de la République du Mali. Les forces vives de la région de Badiangara, par ma voix, adressent les vifs remerciements à son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour son leadership éclairé et ses efforts constants visant à restaurer la souveraineté pleine et entière de notre pays. Nous témoignons ici que Dana Amassagu a toujours soutenu la transition et il va continuer à soutenir les autorités maliennes. Cette journée a été marquée par l'intervention des leaders d'opinion de la région, une mobilisation appréciée par les maires de Badiangara. Avec la collaboration de la population, la sécurité est très facile par les femmes. Le gouverneur a salué l'initiative qui dénote la fraternité et la cohésion sociale entre les communautés dans la région. Vous venez de montrer aux yeux du monde, aux yeux de vos compatriotes, qu'à Badiangara, malgré l'insécurité, on chante et on danse. Badiangara est une région d'espoir et une région d'avenir. Je vous rassure que j'ai pris bonne note de vos déclarations. Je les ai écoutées avec parcimonie et je vous rassure que je les transmettrai à qui de droit. À l'issue de cette journée de soutien aux autorités de la transition à Badiangara, un document contenant des recommandations a été remis au gouverneur de la région. Des recommandations qui doivent prendre en compte les préoccupations de la population de Badiangara. À Gao, le festival culturel Kouima a ouvert ses portes le vendredi dernier. Découvrir l'histoire et la culture de la région de Gao et du coup favoriser le brassage entre la population. C'est une initiative de l'association La Salle. Le reportage de Rakia Toutouri. Durant 3 jours, la ville de Gao va vibrer au rythme des chants traditionnels du milieu. C'est dans le cadre du festival culturel baptisé Kouima, qui signifie en français « va entendre ». Cette première édition vise surtout à faire découvrir à la jeune génération l'histoire et la culture de la région de Gao. Notre arme de guerre, c'est la culture. On a eu l'idée de rassembler cette jeunesse qui est en train de perdre le repère pour le sensibiliser et de le faire revenir. On a vraiment une culture très riche ici à Gao et la jeunesse est en train de perdre. Donc nous, on est obligés en tant que jeunes de sensibiliser nos petits frères et nos amis. Des conférences, des ateliers de formation au profit des jeunes, des opérations de dons de sang, des expositions de nos produits locaux et mets traditionnels, ce sont entre autres activités qui marqueront l'événement. Une initiative bien appréciée par les autorités et acteurs culturels. Il y a au moins plus d'une décennie d'ailleurs que nous n'avons plus de festival à Gao. Aujourd'hui, l'art étant libéralisé, les initiatives à encourager, nous sommes là pour cela. Nous invitons les autres acteurs culturels, les autres opérateurs culturels à s'inspirer vraiment du courage, de la détermination de ce jeune artiste qui vraiment tient vraiment aux valeurs culturelles de sa région. Ce festival est un cadre approprié pour valoriser ce riche patrimoine culturel. Le festival présente une nation dans ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire un ensemble de femmes et d'hommes d'un même espace territorial, nourris du même héritage ancestral, déterminés à recoudre à jamais le tissu d'une cohésion sociale. Prennent part également à cette plateforme culturelle des festivaliers venus du Niger, du Burkina Faso et du Ghana. Dans la chronique santé, nous nous intéressons à Novembre Bleu,
Un mois dédié à la santé masculine pour parler de l'infertilité masculine et d'autres cancers touchant les parties génitales masculines. Les urologues du Mali s'engagent à faire une large sensibilisation sur le mois et ses objectifs car ils constatent que la plupart des hommes se présentent avec des formes graves du cancer de la prostate et d'autres maladies, suivant dans Focus Santé, Koumba Sissé et Abdoulaye Samaki. Comme Octobre Rose est dédié à la lutte contre le cancer du col de l'utérus et celui du sein, Novembre Bleu est aussi institué pour promouvoir la santé masculine. Célébré à travers le monde, ce mois est méconnu par la population malienne. Novembre Bleu, l'historique de ce mois remonte à un peu moins de 20 ans par un groupe d'amis australiens qui ont essayé de voir, ils ont vu qu'en fait, Octobre Rose est manifesté à travers le monde. On voit que les femmes donnent beaucoup plus d'importance à leur santé. Donc, ils se sont rassemblés, ils ont vu, est-ce que la santé masculine n'est pas oubliée? C'est ainsi qu'il y a une fondation qui a été créée qu'on appelle le November Blue Foundation, donc qui a été créée en 2003 en Australie. Cette année, les urologues du Mali se sont mobilisés pour mettre en lumière les objectifs de ce mois. Depuis quelques années, on essaie d'organiser quelques enseignements théoriques à destination des médecins généralistes, à destination d'autres urologues, donc pour les sensibiliser à faire dépister leurs patients. Bon, cette année, l'objectif n'est pas seulement destiné aux médecins, mais il faut que la population sache qu'il y a une santé qu'on appelle la santé masculine. Et cette santé masculine, il y a déjà le cancer de la prostate. En dehors des cancers, il y a d'autres maladies qui peuvent toucher l'homme, notamment la dysfonction érectile. Plusieurs hommes souffrent en silence des cancers qui touchent les organes génitaux masculins ou de l'infertilité masculine. Et la plupart de ces patients se présentent avec le stade avancé de la maladie. Le cancer de la prostate est diagnostiqué le plus souvent très tardivement au stade de métastase, alors que c'est un cancer qui est traitable et qu'on peut le prendre en charge totalement au Mali. En dehors de la prostate, il y a d'autres cancers qui existent chez l'homme, qui sont détectables et qui peuvent être pris en charge précocement. Tout homme au-delà de 40 ans doit se faire dépister contre les différents cancers masculins, à commencer par celui de la prostate, car le taux de ces derniers est le plus élevé. Le cancer de la prostate est une maladie sournoise parce que c'est un cancer qui peut évoluer à très bas bruit pendant plus de 5 à 10 ans sans que la personne n'ait aucun symptôme et la maladie est découverte généralement à un stade de métastase. Ça trouve qu'on a un stade où les os sont déjà atteints, où il y a une atteinte pulmonaire ou une atteinte hépatique. Le dépistage du cancer de la prostate, c'est tous les hommes à partir de 45 ans. Alors le dépistage déjà, c'est double volet. Le premier volet, c'est le volet de la consultation. Donc, la consultation se fait généralement chez un urologue. Ça peut se faire même chez le médecin généraliste. Un toucher rectal suspect fait penser à un cancer de la prostate. Il y a le volet biologique. Si on a un ou deux de ces éléments, ça nous oriente vers le dépistage proprement dit, c'est de faire la biopsie de la prostate. C'est seulement la biopsie qui peut confirmer ou infirmer la présence d'un cancer de la prostate. À travers ce Novembre Bleu, les urologues du Mali se focalisent sur la sensibilisation et le dépistage des maladies génitales masculines afin d'éviter les formes graves. Selon eux, cette lutte ne sera pas possible sans l'engagement des personnes concernées. Ce communiqué, la Fédération des associations féminines du district de Bamako et environnant, le Conseil supérieur de la diaspora malienne, le mouvement pour le rassemblement du peuple réaffirment leur soutien au nouveau gouvernement dirigé par le général de division Abdoulaye Maïga. Ils invitent les Maliens à accompagner l'équipe gouvernementale afin de relever les défis pour la paix, la cohésion sociale et la stabilité du Mali.
L'actualité dans les pays de l'AES nous conduit au Niger avec le lancement des travaux d'aménagement hydro-agricole de Sagia. C'était en présence du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Le reportage de nos confrères de la télévision nigérienne Aïchatou Bawa et Abibou Abdouramana. Le programme de la grande irrigation visant une révolution contre l'insécurité alimentaire au Niger, initié par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, vient de poser ses jalons dans la région de Niamey. Cette réhabilitation permettra d'exploiter la totalité de la superficie du périmètre, soit 106 hectares au moins sur 2 campagnes par an. J'invite donc les membres de la coopérative à constituer une brigade de veille qui devrait être impliquée à toutes les étapes d'exécution des travaux afin de contribuer à la qualité des travaux et s'approprier les différents ouvrages. Nous relevons le défi de cette souveraineté alimentaire qui contribuera sans nul doute à l'atteinte de notre indépendance totale. Aux futurs exploitants, faites de cela une dynamique salutaire qui servira d'exemple aux envieux. Faites en sorte que ces lourds investissements ne soient pas vains. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le colonel Mohamed El Hadj Ousmane, est revenu sur l'importance d'un tel programme et ses avantages pour le pays. Il ambitionne à terme la production d'au moins 400 000 tonnes en riz, maïs et blé par les producteurs nationaux. De ce fait, il envisage d'atteindre une mise en valeur effective de 39 700 hectares de périmètre irrigué public en 2027. Réhabiliter 10 000 hectares de périmètre irrigué public sur les 18 500 hectares existants. Aménager 21 000 hectares de nouvelles terres en périmètre irrigué. Le financement de ces activités que je viens de citer si haut sera assuré sur le budget national. Point n'est-il besoin de le rappeler que la sommation de tous ces efforts consentis par nos autorités dans tout le domaine prouve éloquemment l'engagement et surtout la promesse du CNSP au peuple nigérien. Au Burkina, le ministre en charge des infrastructures a effectué une visite inopinée sur 3 chantiers de construction et de bitumage de voiries dans la ville de Sia. Une visite surprise pour toucher du doigt l'avancée réelle des différents chantiers, des chantiers qui avancent bien et qui donnent un motif de satisfaction au ministre Adam Luc Sorgo. Le point avec Bourema Khan et Kadou Romen Ki. Présent à Bobo-Dioulasso dans le cadre de la 21e rencontre nationale gouvernement-secteur privé, le ministre en charge des infrastructures met à profit son séjour à Sia pour visiter quelques chantiers de construction et de bitumage de voiries dans la ville de Bobo-Dioulasso. Objectif à s'imprégner de l'évolution des chantiers. Il faut qu'on le fasse comme ça pour faire des visites inopinées. Parce que lorsque c'est organisé, effectivement, on s'arrange pour arrondir les angles. Lorsqu'on vient comme ça, on arrive d'une manière inopinée, on voit qu'effectivement, ce qui se passe sur le terrain, c'est la réalité. On voit que les entreprises sont engagées et nous les encourageons. Et on leur demande d'aller plus vite, d'accélérer, mobiliser beaucoup plus d'engins, mobiliser beaucoup plus de personnel. Il faudrait qu'ils prennent des dispositions pour mettre des équipes en place pour travailler nuit et jour, afin de livrer rapidement ces travaux-là à l'administration. La voie reliant l'avenue Chalon en Champagne au Port Sec, longue de 4,64 km, la voie d'accès au CEMA de Dafra, longue de 4,12 km, et la route de Legema, longue de 7,35 km, ont reçu la visite du ministre. Effectivement, nous avons fait un arrêt sur les 2 premiers chantiers. Et nous étions un peu inquiets sur ce chantier, le dernier chantier. Mais nous avons constaté qu'effectivement, ils sont pratiquement au même niveau. Une visite inopinée, bien appréciée par les différents directeurs des travaux de construction et de bitumage de ces voiries. Lesquels directeurs s'engagent à prendre des dispositions pour travailler en continu et livrer les infrastructures à bonne date.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. 25 novembre, premier jour de la campagne mondiale des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. De cœur avec toutes les survivantes. À demain, plaise à Dieu.